La fille du millionnaire n'avait jamais prononcé un seul mot depuis sa naissance. Ce n'était pas le silence ordinaire d'une enfant timide, mais un vide qui semblait porter toute la douleur que la famille cachait derrière les murs de marbre du manoir. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le père, Augustin Dubois, un homme d'affaires qui amassait des fortunes grâce à des contrats en or, passait des nuits blanches à essayer de comprendre la raison du mutisme de sa fille. Des médecins renommés de Paris, des thérapeutes de la capitale et même des experts internationaux furent appelés pour évaluer la petite Hélène. Tous disaient la même chose. Il n'y avait aucun problème physique. Les examens montraient que ses cordes vocales étaient parfaites, son système auditif sain et son développement cognitif normal. Et pourtant, la petite fille n'avait jamais parlé. Hélène avait 8 ans et vivait entourée de luxe. Sa chambre était décorée de meubles importés, de jouets que la plupart des enfants ne voyaient que dans les vitrines, et de vêtements choisis par les créateurs les plus chers. Mais malgré tout, son expression restait la même. Un regard lointain et profond, comme si elle était enfermée dans un monde que personne ne pouvait atteindre. À chaque anniversaire, les invités se remplissaient d'espoir, pensant que ce serait peut-être le jour où elle ouvrirait la bouche pour dire quelque chose de simple comme « merci ». Mais année après année, le gâteau était coupé dans le silence, et le seul son que l'on entendait était le bruit des applaudissements de ceux qui tentaient de cacher leur embarras. Bien qu'il fût puissant et respecté, Augustin portait en lui une blessure qu'aucune somme d'argent ne pouvait guérir. Il avait déjà perdu sa femme, victime d'une grave dépression qui l'avait poussé à quitter la famille quand Hélène était encore toute petite. Depuis lors, l'homme d'affaires vivait entre le poids de l'absence de sa femme et le silence de sa fille. Il y avait des jours où, seul dans son bureau, il se demandait si tout l'argent qu'il avait amassé servait vraiment à quelque chose. Manoir, voitures de luxe, voyages extravagants. Rien ne comblait le vide laissé par ce silence. Ce lundi matin, quelque chose semblait différent. Hélène, comme toujours, était appuyée contre l'immense fenêtre du 2e étage, observant l'agitation de la rue. Mais cette fois, elle ne fixait pas les voitures blindées des voisins ni les agents de sécurité qui patrouillaient dans le quartier chic. Ses yeux étaient rivés sur une silhouette simple, l'éboueur qui passait pour ramasser les sacs de poubelle. Son uniforme orange contrastait avec le gris de l'asphalte, et ses gestes fermes attirèrent son attention. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, quelque chose dans le monde extérieur parvenait à traverser les murs invisibles qui entouraient le cœur de la petite fille. L'éboueur s'appelait Gabriel. Il avait 42 ans, un visage marqué par le soleil et des mains calleuses à force de travail. En soulevant les lourds sacs, il remarqua le regard de l'enfant posé sur lui. Il agita légèrement la main, presque sans y penser. Hélène ne répondit pas, mais une lueur différente passa dans ses yeux. Le geste simple d'un inconnu semblait plus puissant que n'importe quelle thérapie à prix d'or. Augustin, qui observait de loin, sentit son cœur se serrer. Il n'était pas possible que ce simple ouvrier ait réussi en quelques secondes ce qu'il essayait depuis des années. Le millionnaire ne le savait pas encore, mais cette petite rencontre ne serait que le début d'une transformation inattendue et douloureuse qui changerait à jamais la vie de tout le monde. Ce soir-là, Augustin n'arrivait pas à dormir. L'image de sa fille, debout à la fenêtre, fixant l'éboueur, tournait sans cesse dans son esprit. C'était comme si quelque chose s'était enfin allumé en elle. Lui qui avait dépensé des fortunes avec des médecins et des spécialistes, commençait à se sentir insignifiant face à un geste si simple, un signe de la main d'un ouvrier de la rue. En fixant le plafond de la chambre, il se demandait s'il était prêt à accepter que la solution au silence de sa fille puisse venir de là où il s'y attendait le moins, de l'autre côté du luxueux mur de la propriété. Hélène, telle, dormit comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Elle ne fit pas de cauchemar, ne se recroquevilla pas sous les draps. Elle serra juste son ours en peluche, tandis que son visage affichait une légère trace de paix. Colette, la gouvernante qui s'occupait d'elle depuis la disparition de sa mère, remarqua la différence dès le matin. « Monsieur Dubois, la petite semble différente », commenta-t-elle en apportant le café. Le père acquiesça simplement, sans oser y croire vraiment. Il craignait de s'accrocher à un espoir fragile et de le voir s'effondrer. Le lendemain matin, à 7 heures précises, Hélène courut vers la même fenêtre. Comme si elle avait mémorisé l'heure, elle attendit patiemment le bruit du camion de poubelle. Lorsque la benne métallique tourna le coin de la rue et que le moteur rugit bruyamment,
Ses yeux s'illuminèrent d'une manière inédite. Gabriel était là à nouveau, accomplissant sa lourde routine de collecte de sacs malodorants. Il leva la tête, vit la petite fille debout et sourit. Il leva le bras et fit le même geste, un simple signe de la main. L'inattendu se produisit. Hélène leva doucement sa petite main et répondit par un signe timide mais sincère. C'était la première fois en 8 ans de vie que quelqu'un obtenait d'elle une réaction spontanée. Augustin observait depuis le salon, paralysé. Il sentit une pointe de jalousie mêlée à un souffle d'espoir. Qu'est-ce que cet éboueur avait qu'il ne possédait pas? Pourquoi sa fille ignorait-elle tous les efforts de son père, mais répondait-elle aux gestes d'un homme qu'elle connaissait à peine? C'était comme si la vie lui donnait une leçon amère. Ce n'est pas toujours l'argent qui brise le silence de l'âme. À cet instant, un sentiment d'inquiétude grandit en Augustin. Il commença à se demander s'il devait intervenir, s'il devait empêcher ce contact improbable entre sa fille et l'éboueur. Après tout, quel genre de père laisserait une enfant si fragile s'approcher d'un inconnu? Mais quelque chose dans le regard d'Hélène le fit hésiter. Pour la première fois depuis des années, elle semblait vivante, intéressée, connectée au monde. Et peut-être que cela valait plus que n'importe quelle fierté blessée ou préjugé social. Le millionnaire ne le savait pas, mais ce dilemme entre protéger sa fille et la laisser expérimenter quelque chose de nouveau ne faisait que commencer. Et le prix de chaque décision deviendrait de plus en plus élevé. L'après-midi de ce même jour, Augustin appela Colette pour s'entretenir avec elle en privé. La gouvernante, toujours attentive et dévouée, percevait le poids de l'angoisse sur le visage de son employeur. « Colette, avez-vous vu ce qui s'est passé ce matin ?» demanda-t-il, encore incrédule de ce à quoi il avait assisté. Elle acquiesça avec un sourire discret. « Oui, monsieur. » La petite a répondu à son signe. C'était si naturel, si simple. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Mais Augustin ne savait pas s'il devait se réjouir ou s'inquiéter. Après tout, comment quelqu'un qui faisait à peine partie de l'entourage de la famille pouvait-il éveiller chez sa fille ce que personne n'avait réussi en tant d'années? Pendant ce temps, Hélène semblait avoir adopté une nouvelle routine. Elle attendait avec impatience le moment où le camion de poubelle passerait. Peu importait qu'il fasse froid ou chaud, qu'il pleuve ou que le soleil brûle, la petite fille restait figée devant la fenêtre, les yeux fixés sur la rue. Quand Gabriel apparaissait, elle souriait légèrement, encore timidement, mais montrant déjà des signes que quelque chose commençait à bouger en elle. C'était un miracle silencieux. Augustin de loin regardait avec le cœur serré. Il n'était pas facile d'accepter que l'affection de sa fille soit conquise par un étranger. Gabriel, quant à lui, n'avait aucune idée de la portée de ce qui se passait. Pour lui, c'était juste une petite fille curieuse, peut-être solitaire, qui cherchait une quelconque attention. L'éboueur avait sa propre vie difficile. Il vivait dans une petite chambre louée dans un quartier lointain. Il élevait seul ses 2 enfants après que sa femme les ait abandonnés, et même avec tant d'efforts, il parvenait à peine à payer les factures. Le travail pénible, les préjugés et l'indifférence des gens faisaient partie de sa routine. Mais quand il voyait cette petite fille à la robe toujours impeccable lui faire un signe, quelque chose en lui s'illuminait. C'était comme s'il recevait un rappel que malgré tout, il y avait encore de la pureté dans le monde. Augustin, tourmenté par les doutes, décida de mener une enquête plus approfondie. Il ordonna aux agents de sécurité du manoir de surveiller l'éboueur, de noter ses horaires, d'observer ses mouvements. Il voulait s'assurer que rien ne menaçait la sécurité d'Hélène, mais au fond, il savait que ce qu'il ressentait n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était aussi une fierté blessée. Comment accepter qu'avec toute sa fortune, il ait besoin d'un homme simple pour voir sa fille réagir? Ce soir-là, Augustin s'enferma dans son bureau et regarda une vieille photo de sa femme. « Verras-tu cela comme une menace ou comme une chance ?» se murmura-t-il. Le souvenir de sa femme qui partait lui faisait encore mal, et maintenant, il semblait que la vie mettait une nouvelle épreuve sur son chemin. Il ne savait pas s'il pourrait surmonter celle-ci. Ce qu'Augustin n'imaginait pas, c'est que ce lien improbable entre sa fille et l'éboueur se transformerait bientôt en quelque chose que personne ne pourrait contrôler et qui changerait non seulement Hélène, mais aussi sa propre façon de voir le monde. Le mercredi matin, Hélène se réveilla avant même que Colette ne vienne la chercher pour le petit déjeuner. La petite fille semblait avoir en elle une nouvelle énergie, quelque chose que personne n'avait vu depuis des années. Tout en serrant encore son ours en peluche, elle courut à la fenêtre et resta là à attendre. Les minutes s'écoulaient lentement, jusqu'à ce que soudain le rugissement du camion résonne dans la rue. Hélène sourit et posa ses mains sur la vitre. «
comme si elle voulait la traverser pour se rapprocher. Gabrielle, comme d'habitude, leva le bras et fit un signe. Mais cette fois, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle ouvrit la fenêtre, s'inclina légèrement et agita sa main plus fermement. C'était un geste simple, mais pour Augustin, qui observait tout debout dans le couloir, ce fut un tremblement de terre dans son cœur. Après le petit déjeuner, le millionnaire ne put cacher son inquiétude. « Colette, avez-vous vu ce qu'elle a fait ?» Hélène a ouvert la fenêtre. « Elle n'ouvre jamais cette fenêtre, » dit-il, la voix étranglée. La gouvernante sourit. « Monsieur, peut-être que la petite essaie de nous montrer qu'elle est prête pour quelque chose de nouveau. » Augustin respira profondément, ne sachant toujours pas comment gérer cette sensation de perdre le contrôle de sa propre fille. Tout ce qu'il avait toujours fait était d'essayer de la protéger, de la mettre à l'abri des souffrances, mais la vérité était qu'aucune de ces méthodes n'avait fonctionné. Et maintenant, un geste venu d'un éboueur semblait être la clé pour rompre le silence. Pendant ce temps, Gabrielle poursuivait sa routine. Le travail pénible, la chaleur étouffante et l'odeur des sacs de poubelle ne diminuaient pas sa bonne volonté. Mais en lui, une curiosité commençait à naître. Qui était cette petite fille qui l'observait tous les jours comme s'il était la seule personne qui existait au monde? Gabrielle n'avait pas l'intention d'envahir le moindre espace, mais quelque chose dans son regard lui faisait ressentir une étrange responsabilité. Comme si, d'une manière ou d'une autre, il avait été choisi pour occuper une place spéciale dans cette vie. Ce soir-là, Augustin retourna réfléchir en silence dans son bureau. La peur le rongeait. Peur de perdre sa fille au profit d'un étranger. Peur de ne pas être suffisant. Peur d'admettre que sa fortune ne résolvait rien. Il se souvint combien de fois il s'était promis qu'il ne laisserait jamais Hélène se sentir seule. Mais elle était là, trouvant du réconfort justement en dehors des murs qu'il avait construits avec tant de soin. Cependant, le destin n'était pas pressé. Les choses ne faisaient que commencer. Ce qui semblait être un simple détail, un échange de regards, un signe de la main timide, était en fait le prélude d'un tourbillon qui remettrait en question toutes les certitudes d'Augustin. Parce que, parfois, la vie insiste pour montrer que la plus grande richesse ne se trouve pas dans les coffres pleins, mais dans les gestes les plus simples. Le jeudi, la routine sembla se répéter. Hélène se réveilla tôt, prit son petit déjeuner en silence et courut à la fenêtre pour attendre que le camion orange tourne le coin de la rue. Mais cette fois, elle ne fit pas que saluer. Lorsque Gabrielle leva la main pour la saluer, la petite fille disparut de la fenêtre et, à la surprise de Colette, descendit les escaliers en courant. La gouvernante fut effrayée de la voir pousser le lourd portail du manoir. « Monsieur Dubois » cria-t-elle, mais il était trop tard. Hélène traversait le jardin jusqu'au trottoir, déterminée à trouver cet homme simple, qui semblait être le seul à éveiller en elle une certaine vie. Augustin courut après elle, pris de panique. « Hélène, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix chargée de désespoir. Mais la petite fille s'assit simplement sur le trottoir, les petites mains posées sur ses genoux, attendant. Gabrielle remarqua la scène en tirant un lourd sac de poubelle. Incrédule, il laissa tout tomber et se dirigea lentement vers l'enfant, craignant de l'effrayer. Quand il fut plus près, il s'agenouilla et dit doucement « Tu m'attendais, n'est-ce pas ?» Hélène ne répondit pas, mais ses yeux s'illuminèrent et elle acquiesça de la tête. C'était le premier geste de communication claire de toute sa vie. Le cœur d'Augustin s'emballa. D'un côté, il était sur le point d'interrompre ce contact inhabituel, mais de l'autre, quelque chose l'en empêchait. Le regard de sa fille était différent, vivant, plein d'espoir. Il n'avait jamais vu cette expression auparavant. Alors, il resta immobile, observant, les larmes lui montant aux yeux. Gabrielle, comprenant la délicatesse de la situation, sortit de sa poche un morceau de papier froissé et commença à le plier patiemment. Quelques minutes plus tard, il forma un petit bateau improvisé et le tendit à la petite fille. Hélène tint l'objet comme s'il s'agissait d'un trésor, et pour la première fois en toutes ces années, un petit sourire fendit son visage. Il était timide, presque imperceptible, mais suffisant pour faire vibrer le cœur de ceux qui regardaient. Colette, bouche bée, porta ses mains à son visage. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en souriant. Augustin sentit ses jambes trembler. Il n'était pas possible que cet éboueur ait conquis en quelques minutes ce qu'il avait essayé pendant tant d'années. La scène avait quelque chose de miraculeux. Hélène serra le petit bateau contre sa poitrine, comme si elle avait trouvé quelque chose qui la complétait. Gabrielle, humble, se contenta de sourire et de dire « Si tu en prends bien soin, je t'en ferai un autre demain. » La petite fille acquiesça,
et dans ce simple geste naquit un lien invisible que personne d'autre ne pourrait rompre. Ce jour-là, Augustin comprit que sa vie était sur le point d'être bouleversée. Le monde qu'il croyait contrôler n'obéissait plus à ses règles. Quelque chose de nouveau et d'imprévisible était entré dans sa maison, et il était impossible de prévoir jusqu'où cela irait. Ce soir-là, Augustin ne parvint pas à fermer l'œil. Le sourire timide de sa fille résonnait dans sa mémoire comme une mélodie rare qu'il n'avait jamais entendue. Il arpentait son bureau de long en large, son verre de whisky intact sur la table. « Comment est-ce possible ?» se murmurait-il. Des années d'expert, de traitement, de voyage. Et il réussit en quelques minutes ce que tous ont échoué. Ce n'était pas seulement de l'étonnement. C'était aussi un mélange de gratitude, de fierté blessée et même d'envie. Le poids de ses émotions l'écrasait, et il sentait qu'il devait prendre une décision. Permettre à ce contact de continuer ou y mettre un terme avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Pendant ce temps, Hélène dormait profondément, serrant le petit bateau en papier comme un talisman. Colette entra silencieusement dans la chambre et s'arrêta quelques secondes pour contempler la scène. Au cours des dernières années, elle avait vu la petite fille se recroqueviller lors de cauchemars, pleurer sans larmes et vivre comme un fantôme. Maintenant, pour la première fois, elle voyait Hélène se reposer avec sérénité. La gouvernante descendit les escaliers, émue, ne sachant pas comment dire à son employeur qu'elle avait bel et bien été témoin d'un miracle. Le lendemain matin, Augustin descendit prendre son café plus tôt que d'habitude. Hélène était déjà assise, jouant distraitement avec son pain, mais sans lâcher le bateau en papier. Le père, essayant de dissimuler son émotion, demanda « Tu as aimé le cadeau ?» La petite fille serra plus fort le jouet et hocha la tête pour dire « Oui ». C'était un petit geste, mais qui laissa Augustin sans voix. C'était la première fois depuis des années qu'il sentait une sorte de réponse directe de sa fille. Lorsque le camion apparut à nouveau, Hélène se précipita vers la fenêtre. Gabriel, percevant l'attente, avait déjà un autre morceau de papier dans sa poche. Il ramassa les sacs rapidement, et quand il leva les yeux, il vit la petite fille qui attendait. Il leva un nouveau petit bateau, le montrant de loin et lui fit signe que c'était pour elle. Hélène sourit, et cette fois ce n'était pas un sourire timide. Il était clair, ouvert, plein de vie. Augustin, debout derrière le rideau, laissa les larmes couler sans pouvoir les retenir. Il se sentit petit, mais aussi soulagé, comme si une fissure de lumière avait enfin traversé l'obscurité qui consumait sa famille. À cet instant, Augustin réalisa qu'il faisait face à un dilemme qui remettrait en question non seulement sa position de père, mais aussi sa vision du monde. Accepter la présence de Gabriel, c'était d'une certaine manière reconnaître que l'argent n'était pas suffisant pour ramener l'éclat dans les yeux d'Hélène. Et c'était une vérité trop dure pour quelqu'un habitué à tout acheter. Le millionnaire ne le savait pas encore, mais il était sur le point de commencer un voyage d'humilité et de transformation qui changerait non seulement sa fille, mais aussi lui-même. Le vendredi, Augustin décida de suivre de près le moment où le camion de poubelle passait. Normalement, il restait caché derrière la fenêtre ou dans son bureau, mais cette fois, il sortit dans le jardin faisant semblant d'observer les plantes. Son cœur battait fort, un mélange d'anxiété et de méfiance. Hélène, attentive comme toujours, courut vers le portail lorsqu'elle entendit le moteur s'approcher. Gabriel, déjà habitué à la présence de la petite fille, arrêta le chariot de collecte et sortit une feuille colorée de sa poche. Avec dextérité, il commença à la plier là, au milieu de la rue, la transformant en un petit oiseau en papier. Hélène tendit ses mains quand il eut fini, et ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait reçu le joyau le plus rare du monde. Augustin déglutit difficilement. Il était impossible de nier la force de cette connexion. Gabriel ne parlait pas beaucoup. Il se contentait de sourire et d'offrir de petits gestes qui, d'une manière ou d'une autre, touchaient l'âme de la petite fille. Cela blessait la fierté d'Augustin, mais lui apportait aussi une pointe d'espoir. Pour la première fois, il pensa à s'approcher et à le remercier. Cependant, lorsqu'il fit un pas en avant, il fut pris d'hésitation. Que penseraient les voisins en le voyant parler à l'éboueur? Verrait-il une faiblesse dans son attitude d'homme puissant? Ses pensées mesquines le paralysèrent, et il rentra à la maison sans rien dire. Hélène, cependant, ne semblait pas se soucier des apparences. Elle serrait l'oiseau en papier contre sa poitrine, comme si c'était une amulette capable de la protéger de toute la douleur qu'elle portait. Colette, qui observait tout depuis la véranda, ne put retenir ses larmes. Elle s'approcha d'Augustin plus tard et dit avec fermeté « Monsieur,
Il est peut-être temps d'accepter que la petite a besoin de ce contact. Ce n'est pas son uniforme, ni sa position sociale, c'est son cœur qui touche le sien. Augustine resta silencieux, mais ses mots résonnèrent profondément en lui. Ce soir-là, seul dans son bureau, il ouvrit un tiroir et trouva un vieux journal intime de sa femme. Sur les pages jaunies, il y avait une phrase soulignée. « Parfois, la personne à qui l'on s'attend le moins est celle qui peut le plus nous enseigner sur l'amour. » Augustin ferma le cahier avec force, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. C'était comme si la mémoire de sa femme le confrontait elle-même, exigeant qu'il laisse sa fierté de côté pour voir ce qui importait vraiment. Pendant ce temps, Gabriel poursuivait sa vie simple, sans imaginer à quel point il bouleversait cette riche famille. Il rentrait chez lui épuisé, après des heures à tirer de lourds sacs et à faire face au regard de mépris de nombreux habitants du quartier. Pourtant, au fond de sa poitrine, il sentait que quelque chose de spécial se passait. Peut-être que cette petite fille était une raison inattendue de continuer à croire que sa vie avait de la valeur, malgré toutes les difficultés. Le samedi se leva, nuageux, et une fine bruine rendait l'asphalte glissant. Hélène, cependant, ne bougea pas de la fenêtre. Ses yeux attentifs cherchèrent le camion orange, qui apparaissait toujours à la même heure. Colette essayait de la distraire avec le petit déjeuner, mais la petite fille restait immobile, comme si toute son énergie était concentrée sur ce seul moment de la journée. Lorsque le moteur rugit au loin, Hélène courut vers le portail et resta à attendre, ses petits doigts tremblants serrant la grille en fer. Gabriel arriva trempé, avec son uniforme mouillé et ses chaussures alourdies par la boue. Pourtant, lorsqu'il aperçut la petite fille, il sourit comme toujours. Il sortit de sa poche un papier protégé dans un sac en plastique et en quelques minutes, il façonna une fleur improvisée. Entendant le cadeau à travers les grilles, Hélène le tint délicatement et, à la stupéfaction de Colette, posa l'objet sur son visage, comme si elle sentait le parfum d'une vraie rose. Le geste arracha un soupir ému à Gabriel. Il n'avait jamais vu un enfant réagir avec une telle sensibilité à quelque chose d'aussi petit. Augustin, qui observait de l'intérieur du manoir, sentit un mélange de sentiments qu'il ne parvenait pas à nommer. Il était ému, oui, mais aussi envahi par une jalousie douloureuse. « Je suis son père. Pourquoi n'est-ce pas avec moi ?» pensait-il. En même temps, il savait que cette scène était trop précieuse pour être interrompue. Alors il resta immobile, permettant à la magie de suivre son cours. Après le départ du camion, Hélène resta sur le trottoir, serrant la fleur en papier. Colette tenta de la convaincre de rentrer, mais la petite fille semblait hypnotisée, comme si elle voulait garder cet instant pour toujours. « Monsieur Dubois », dit la gouvernante plus tard, « il ne sert à rien de lutter contre ça. La petite a trouvé une raison de réagir, et si vous essayez de couper ce lien, elle pourrait se refermer à nouveau. » Augustin ne répondit pas, mais en lui grandissait le sentiment d'être à un carrefour. Soit il acceptait cet homme simple dans la vie de sa fille, soit il risquait de perdre le peu de progrès qu'elle avait fait. Ce soir-là, le millionnaire sortit seul en voiture. Il conduisit sans destination, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une simple place au centre-ville. Il observa des enfants courir pieds nus, riant malgré la fine pluie qui tombait encore. Là, au milieu de la pauvreté, il y avait une joie qu'il ne voyait pas dans sa propre maison. Et c'est dans ce contraste qu'Augustin commença à comprendre. Peut-être que le bonheur n'avait rien à voir avec la taille du manoir, mais avec la pureté des gestes qui naissent du cœur. Il ne savait pas encore que cette pensée ne serait que le début d'une transformation profonde, qui l'obligerait à revoir tout ce qu'il croyait sur l'amour, la richesse et la valeur humaine. Le dimanche arriva, apportant un silence encore plus lourd au manoir du bois. Sans le passage du camion de poubelle, Hélène semblait agitée. Elle allait et venait, regardant par la fenêtre, descendant jusqu'au portail, rentrant à l'intérieur comme si elle attendait quelque chose qui ne venait pas. Colette tenta de la distraire avec des jeux, mais la petite fille ne s'y intéressait pas. Le vide laissé par l'absence de Gabriel était évident. C'était comme si, en si peu de temps, cet homme simple était devenu le point culminant de ses journées. Augustin observait tout de loin, perturbé. Son cœur souffrait de voir sa fille dépendante d'une présence qui n'était pas la sienne. En même temps, le constat était indéniable. Hélène avait changé. Elle semblait plus vivante, plus attentive, comme si elle voulait enfin interagir avec le monde. Le millionnaire passa des heures à réfléchir, partagé entre la gratitude et la révolte. Il avait toujours cru qu'il pouvait acheter des solutions à tous les problèmes. Mais comment acheter le sourire d'un enfant? Comment payer pour l'éclat dans les yeux
qui était revenu après tant d'années. En fin d'après-midi, incapable de supporter l'angoisse, Augustin prit une décision inattendue. Il appela son chauffeur et lui demanda de le conduire au quartier modeste où Gabriel vivait. À chaque rue qu'il laissait derrière lui, le contraste augmentait. Les manoirs arborés du quartier résidentiel faisaient place à de simples maisons, beaucoup avec des murs écaillés et des toits de tôle. Le cœur d'Augustin se serra. Il n'avait jamais imaginé la vie au-delà de ces murs de luxe. Lorsqu'il arriva, il vit Gabriel assis devant une petite pension, arrangeant ses vieilles bottes de travail. L'homme simple semblait fatigué, mais il y avait de la dignité dans ses gestes. Augustin, mal à l'aise, descendit de la voiture. « Bonjour, vous êtes Gabriel, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, essayant de paraître ferme. L'éboueur se leva, surpris, et confirma. Le millionnaire respira profondément. « Je suis Augustin Dubois, le père d'Hélène. Je voulais vous remercier. Je ne sais pas comment, mais ma fille a réagi à vous comme elle n'a jamais réagi à personne. » Gabriel se gratta la nuque, gêné. « Je ne fais que mon travail, monsieur. Je ne m'attendais à rien de tout cela. » Augustin insiste. « Quand même, vous avez réussi quelque chose qu'aucun médecin n'a jamais atteint. » Il y eut un silence gênant, brisé seulement par le bruit lointain d'enfants qui jouaient dans la rue. Gabriel dit alors d'une voix basse, « Peut-être que la petite a juste besoin de quelqu'un qui n'attend rien d'elle. J'ai juste souri. C'est tout. » Augustin rentra chez lui, l'esprit en conflit. La phrase résonnait comme un avertissement. Peut-être que sa propre anxiété était une barrière. À cet instant, il réalisa que l'éboueur n'aidait pas seulement Hélène, mais lui donnait aussi une leçon que l'argent ne pourrait jamais acheter. Et ainsi, sans s'en rendre compte, Augustin commençait à se transformer autant que sa fille. Mais il y avait encore un long chemin à parcourir, et les obstacles qui surgiraient bientôt mettraient à l'épreuve ce lien inattendu. Les jours suivants devinrent une nouvelle routine. Chaque matin, Hélène attendait le camion orange et, chaque matin, Gabriel apparaissait avec un simple cadeau fait de papier. Un petit avion, un papillon, même une couronne improvisée que la petite fille porta pendant des heures. Chaque geste lui arrachait des réactions inédites. Un sourire plus ouvert, un petit rire cristallin, des regards pleins de vie. Colette n'y croyait presque pas, et Augustin oscillait entre la joie et la douleur de ne pas être celui qui provoquait ces changements. Mais la tranquillité fut de courte durée. Un après-midi, Augustin reçut un appel inattendu du collège privé où Hélène était toujours inscrite, bien qu'elle n'ait pas fréquenté les cours depuis des mois. La directrice exigeait que la petite fille reprenne ses activités, menaçant de lui retirer sa place s'il n'y avait pas de réponse immédiate. « Monsieur Dubois, nous comprenons les difficultés, mais votre fille a besoin de se réintégrer. Nous ne pouvons pas maintenir indéfiniment une inscription sans assiduité. » Augustin raccrocha, sentant le poids d'une nouvelle pression. Comment ramener Hélène dans un environnement où elle ferait probablement face à des regards de jugement et à des questions gênantes si elle parvenait à peine à réagir au monde? Ce soir-là, il en parla à Colette. C'est peut-être trop tôt. Elle commence à réagir, mais supporterait-elle l'école? La gouvernante, avec sa sagesse simple, répondit « Monsieur, parfois les enfants ont besoin de ponts, pas de murs. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ce processus. » Augustine pensa immédiatement à Gabriel. L'idée semblait absurde. Un éboueur comme soutien à l'école de la fille d'un millionnaire. Mais en même temps, cela avait du sens. Lui seul parvenait à toucher Hélène de manière authentique. Pendant ce temps, Gabriel vivait ses propres dilemmes. Le propriétaire de la pension où il vivait se présenta pour lui réclamer 3 mois de loyer impayé. « Et vous ne payez pas avant vendredi, vous devrez partir, Gabriel. » J'ai assez attendu. L'éboueur sentit le poids du monde s'effondrer. Il travaillait des heures harassantes, mais une grande partie de son salaire était destinée à ses enfants qui vivaient avec son ex-femme. Il lui restait à peine de quoi subvenir à ses propres besoins. Il rentra chez lui ce soir-là, portant non seulement des sacs de poubelle, mais aussi le fardeau de ses soucis. Le contraste était saisissant. Alors qu'Hélène dormait, serrant ses origamis, souriant enfin dans ses rêves, Gabriel se couchait sur un matelas usé, regardant le plafond et se demandant comment il allait survivre à cette nouvelle menace. Et bien qu'ils vivent dans des mondes opposés, leur destin était de plus en plus entrelacé par des fils invisibles que même le plus riche des hommes ne pouvait couper. Le lendemain matin, Augustin remarqua qu'Hélène non seulement attendait Gabriel, mais qu'elle avait préparé quelque chose de spécial. Sur la table du petit déjeuner, Colette trouva plusieurs feuilles griffonnées avec des dessins colorés.
Parmi eux, un en particulier attirait l'attention. Un homme en uniforme orange à côté d'une petite fille souriante. Hélène tenait le dessin fermement, comme s'il avait été fait pour quelqu'un de très important. Lorsque le camion s'approcha, elle courut vers le portail et avec des gestes timides, tendit la feuille à Gabriel. L'éboueur resta sans voix. C'était la première fois qu'il recevait un cadeau de la petite fille. Ses yeux s'embuèrent et il serra le dessin contre sa poitrine comme un trophée. Augustin, de loin, observait la scène avec des sentiments contradictoires, de la fierté pour sa fille, de la jalousie de ne pas être inclus dans le dessin et une pointe de gratitude silencieuse pour cet homme simple qui avait réussi à ouvrir une brèche dans le cœur d'Hélène. Cependant, plus ce lien grandissait, plus Augustin se demandait où cela pourrait les mener. Après tout, jusqu'où le millionnaire pouvait-il permettre qu'un éboueur occupe une place si intime dans sa famille? Cet après-midi-là, le destin plaça une nouvelle pièce sur l'échiquier. Gabriel fut appelé au bureau de l'entreprise de collecte et reçut la nouvelle qu'il craignait. Il y aurait des réductions de personnel. Bien qu'il soit un employé dévoué, il était sur la liste de ceux qui perdraient une partie de leurs heures. Cela signifiait moins d'argent et encore plus de difficultés à s'en sortir. Il rentra chez lui effondré mais garda le secret. Il ne voulait pas que sa tristesse soit perçue par Hélène et encore moins gâcher ses progrès. Pendant ce temps, Augustin pensait de plus en plus à sa conversation avec la directrice de l'école. Hélène devait y retourner. Mais comment la faire affronter le monde sans qu'elle soit engloutie par le jugement de ses camarades? Colette insistait sur le fait que Gabriel était le pont. Mais Augustin n'avait pas le courage de proposer quelque chose d'aussi inhabituel. Jusqu'à ce que, ce même soir, Hélène entre dans le bureau de son père, portant l'oiseau en papier et le dessin que Gabriel avait gardé plus tôt. Sans rien dire, elle posa tout sur le bureau et désigna le cahier ouvert d'Augustin, où il y avait des notes sur la réunion de l'école. C'était comme si la petite fille, à sa manière silencieuse, avait donné la réponse. Elle voulait l'éboueur à ses côtés, que ce soit dans la rue ou dans la salle de classe. Augustin déglutit. Il était peut-être temps d'abattre ses propres murs. Le cœur de père hurlait qu'il devait protéger sa fille de tout jugement. Mais son expression déterminée disait qu'il n'y avait qu'un seul chemin, faire confiance à ce lien inattendu. Le mardi matin, Augustin prit une décision qui changerait le cours de sa maison. Il appela Gabriel pour une conversation privée, lui demandant d'entrer par la porte de service du manoir où peu d'étrangers étaient reçus. L'éboueur, surpris et un peu méfiant, traversa le jardin à pas mesurés, portant toujours son uniforme taché de travail. Hélène, en le voyant, courut immédiatement vers lui et lui serra fermement la main, comme pour montrer qu'elle était de son côté. Le geste laissa Augustin sans voix, mais le rendit aussi plus certain qu'il devait affronter sa fierté. « Gabriel, » commença le millionnaire, la voix plus basse que d'habitude, « j'ai besoin de votre aide. L'école d'Hélène exige qu'elle retourne en classe, mais elle ne réagit qu'en votre présence. Je voudrais que vous l'accompagniez dans ce processus. » Gabriel écarquilla les yeux. « Monsieur, moi, un éboueur dans une école d'élite, ça va attirer trop l'attention. » Augustin respira profondément. « Peut-être, mais cela m'est égal. Si c'est pour que ma fille trouve son chemin, j'accepte de faire face à n'importe quel regard de travers. » Hélène, écoutant de près, serra la main de Gabriel, comme si elle le suppliait silencieusement d'accepter. L'éboueur ému répondit « Je ne sais pas si je suis la bonne personne, mais si elle me fait confiance, alors j'irai. » Augustin sentit un poids quitter ses épaules, même s'il savait que les critiques viendraient de toutes parts. Pendant ce temps, dans le quartier modeste où Gabriel vivait, la pression augmentait. Le propriétaire de la pension l'aborda de nouveau, exigeant le paiement du loyer impayé. « Si vous ne me payez pas avant vendredi, je mettrai vos affaires à la rue. Il n'y a plus de discussion. » Gabriel repartit la tête basse, réfléchissant à la manière dont il allait équilibrer ses comptes. Le travail supplémentaire qu'Augustin lui offrait aidait, mais c'était encore insuffisant. La peur de perdre son toit le rongeait, mais il y avait quelque chose qui lui donnait de la force, le regard de la petite Hélène, qui avait enfin trouvé en lui une raison de sourire. Ce soir-là, Augustin réfléchissait devant la cheminée. Il se souvint combien de fois il avait sous-estimé les gens simples, croyant que seuls les médecins, les spécialistes et les hommes en costume pouvaient apporter des solutions. Maintenant, un éboueur devenait essentiel non seulement pour sa fille, mais pour sa propre compréhension du monde. Le millionnaire commença à se demander si, au fond, ce n'était pas lui qui avait le plus besoin d'apprendre de cet homme aux mains calleuses. Hélène,
Dans sa chambre, s'endormit avec le nouveau dessin qu'elle avait fait. 3 silhouettes main dans la main, elle, son père et Gabriel. Pour la première fois, elle semblait inclure tout le monde dans son univers silencieux, comme si elle voulait dire, sans mots, qu'elle avait maintenant une famille complète. Le mercredi fut une matinée ensoleillée, mais à l'intérieur du manoir, le climat était tendu. Augustin avait informé la directrice de l'école qu'Hélène retournerait en classe, accompagnée de Gabriel. À l'autre bout du fil, la femme s'étouffa, surprise. « Vous êtes en train de me dire qu'un éboueur va accompagner votre fille dans notre établissement ?» Sa voix était pleine de mépris, mais Augustin répondit fermement. « Je dis que ma fille ne fait confiance qu'à lui. Si l'école ne l'accepte pas, j'en chercherai une autre. » C'était la première fois que le millionnaire défiait ouvertement ce cercle social où il avait toujours cherché l'approbation. Le matin de la rentrée, Hélène enfila son uniforme scolaire avec une certaine réticence, mais ne lâcha la main de Gabriel à aucun moment. Le contraste était frappant. La petite fille impeccablement habillée et l'homme simple, avec des bottes usées et un sourire timide, marchant côte à côte dans les couloirs de marbre de l'école d'élite. Les regards se tournèrent immédiatement. Les parents chuchotaient entre eux. Les élèves ricanaient en cachette. Les enseignants échangeaient des expressions de stupéfaction. Mais Hélène, indifférente à tout, serrait juste plus fort le bras de Gabriel, comme pour dire au monde que rien ne la déstabiliserait tant qu'il serait près d'elle. Pendant la première leçon, la petite fille resta silencieuse. Mais pour la première fois, elle montra de l'intérêt. Elle observait attentivement le tableau, griffonnait sur son cahier et à certains moments osait même dessiner de petites figures qui représentaient les leçons. Gabriel, discrètement assis au fond de la salle, accompagnait chaque geste, prêt à intervenir si nécessaire. Quand la récréation arriva, un groupe d'enfants essaya de s'approcher, curieux. « Pourquoi tu ne parles jamais ?» demanda une fille blonde, sur un ton presque provocateur. Hélène détourna le regard, mais Gabriel s'approcha et calmement répondit « Parfois on parle d'autres manières, et ça a aussi beaucoup de valeur. » Le commentaire fit rire certains enfants, mais d'autres restèrent pensifs. Augustin, qui avait observé de loin, regardait tout avec le cœur serré. Il était fier du courage de sa fille et de la fermeté de Gabriel. En même temps, il percevait le poids des préjugés qui flottaient dans l'air. Il savait que cette décision aurait des conséquences, mais il était aussi sûr que c'était le seul chemin pour qu'Hélène s'ouvre à nouveau. En sortant, lorsqu'ils montèrent dans la voiture, Hélène posa sa tête sur l'épaule de Gabriel. Un geste si simple et si puissant qu'il laissa Augustin silencieux. Il réalisa que sa fille ne faisait pas seulement confiance à cet homme, mais le voyait déjà comme un pilier essentiel de sa vie. Et à cet instant, le millionnaire comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent marqués par des transformations intenses. Hélène ne résistait plus autant à l'école. Elle ne parlait toujours pas, mais souriait plus souvent. Et avec la présence de Gabriel, elle semblait se sentir protégée. Les professeurs commencèrent à remarquer la différence. La petite fille, qui était auparavant décrite comme une énigme, montrait maintenant de l'intérêt pour les cours d'art, griffonnait des fleurs et des oiseaux colorés et osait même lever la main pour participer avec des gestes. Les autres enfants, curieux au début, commencèrent à l'accepter petit à petit. Certains s'approchaient pour jouer avec elle pendant les pauses, tandis que d'autres chuchotaient encore des méchancetés. Mais à tout moment, Hélène s'accrochait à la présence rassurante de Gabriel, comme si c'était son ancre. Augustin, observant de loin, ressentait un mélange doux-amer. D'un côté, il voyait sa fille faire enfin des pas vers la vie. De l'autre, il souffrait de réaliser que ce n'était pas lui qui guidait ce processus. La fierté paternelle se mêlait à la jalousie, et chaque jour devenait une épreuve d'humilité. Colette, toujours attentive, le mit en garde. « Monsieur, parfois aimé, c'est accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. L'important, c'est qu'elle réagit. » Augustin resta silencieux, mais il savait que la gouvernante avait raison. Pendant ce temps, Gabriel faisait face à des batailles silencieuses. La date limite pour payer son loyer approchait et la peur d'être expulsé l'empêchait de dormir. Il travaillait des heures supplémentaires dans le jardin du manoir, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le soir, assis sur son lit étroit, il tenait le dessin qu'Hélène lui avait donné quelques jours plus tôt. L'homme en uniforme orange à côté de la petite fille souriante. Cela lui donnait de la force, lui rappelant que, malgré les difficultés, il y avait quelqu'un qui voyait de la valeur en lui. Le vendredi, pendant la récréation, quelque chose d'inattendu se produisit.
Un groupe de garçons se moqua d'Hélène, l'appelant « poupée cassée », parce qu'elle ne parlait pas. Avant que Gabrielle ne puisse réagir, une de ses camarades se leva et dit « Elle parle si, mais d'une autre manière. C'est vous qui ne savez pas écouter. » Hélène regarda la fille avec surprise, et un sourire timide se forma sur ses lèvres. Ce fut un moment petit mais puissant. Pour la première fois, quelqu'un d'autre que Gabrielle la défendait. Ce jour-là, en rentrant à la maison, Augustin remarqua quelque chose de différent. Hélène s'allongea sur le canapé du salon et à côté de Gabrielle commença à dessiner à nouveau. Cette fois, le papier montrait 3 silhouettes. Elle, son père et les boueurs, tous se tenant la main. Augustin sentit son cœur fondre. Le message était clair. Pour Hélène, les 2 hommes étaient également importants. Et peut-être pour la première fois était-il prêt à l'accepter. Le week-end apporta un calme apparent. Hélène passa une grande partie du samedi dans le jardin, accompagnant Gabriel alors qu'il s'occupait des plantes. Elle s'asseyait sur l'herbe, observant chaque geste avec attention, comme si apprendre à tailler un rosier était aussi fascinant qu'un spectacle. Gabriel, patient, expliquait avec des mots simples, sans attendre de réponse. Et pourtant, Hélène réagissait avec des regards attentifs et de petits sourires qui semblaient avoir plus de sens que 1000 phrases. Augustin observait de loin, envahi par des sentiments qui se mêlaient comme un tourbillon. Il ressentait de la gratitude, mais aussi une étrange sensation de menace. « Est-ce que ma fille va l'aimer plus que moi ?» pensait-il en marchant de long en large dans le manoir. C'était comme si, pour la première fois, il avait peur d'être remplacé. Colette, percevant son inquiétude, s'approcha et lui dit doucement « Monsieur, la petite ne vous remplace pas par personne. Elle trouve de la place pour être elle-même. Et cela ne fait que renforcer votre lien à tous les deux. » Ce soir-là, Augustin tenta quelque chose de différent. Il s'assit à côté de sa fille, qui tenait encore un des origamis faits par Gabrielle. « Hélène, je peux jouer avec toi ?» demanda-t-il. La petite fille hésita quelques secondes, mais finit par lui donner le petit bateau. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Augustin sentit les larmes lui monter aux yeux, comprenant qu'il n'avait peut-être pas besoin de rivaliser avec Gabrielle, mais plutôt d'apprendre de lui. Pendant ce temps, la vie de Gabrielle en dehors du manoir devenait de plus en plus difficile. Le délai pour payer son loyer était dépassé, et le propriétaire de la pension avait laissé un avertissement sévère. « Lundi, vos affaires seront à la rue. » Gabrielle ne savait pas comment réagir. La peur de perdre le peu qu'il avait le rongeait, mais en même temps, il ne voulait pas inquiéter Hélène, ni créer de gêne pour Augustin. Il gardait le problème pour lui, croyant que d'une manière ou d'une autre, il trouverait une solution. Le dimanche après-midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène entra dans le bureau de son père avec un nouveau dessin. Sur le papier, il y avait 2 maisons, une grande clairement le manoir et une autre petite, simple mais dessinée avec des couleurs vives. Entre elles, Hélène dessina un pont reliant les 2 constructions. Augustin tint le dessin, confus. « Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ça, ma fille ?» demanda-t-il, sans obtenir de réponse. Mais au fond, il savait. Sa fille comprenait déjà, de manière pure et silencieuse, que les 2 mondes avaient besoin de se connecter. Et quelque chose était peut-être sur le point de se produire qui unirait ces univers d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Le lundi, l'inévitable se produisit. Gabriel rentra chez lui après son service du matin et trouva ses quelques vêtements et affaires éparpillés sur le trottoir. Le propriétaire de la pension, impatient, avait fermé la porte à clé et croisé les bras. « Je vous ai prévenu, Gabriel. 3 mois de retard. Je ne peux plus attendre. » L'éboueur resta immobile, regardant ses affaires jetées par terre, sentant le poids écrasant de la honte. Il pensa à ses enfants qui dépendaient de lui et à Hélène qui attendait chaque jour son sourire. Son cœur souffrait, mais il n'avait pas la force de discuter. Il ramassa ses affaires en silence et partit, traînant sa valise usée sous un soleil de plomb, sans savoir où aller. Pendant ce temps, au manoir, Hélène était agitée. La petite fille alla à la fenêtre à l'heure habituelle, mais le camion passa et Gabriel n'était pas là. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle courut vers Colette, tira sur le bas de son tablier et désigna la rue avec désespoir. Augustin, voyant la scène, sentit son cœur se serrer. Quelque chose n'allait pas, sans perdre de temps. Il demanda à son chauffeur de suivre l'itinéraire de la collecte. Ils trouvèrent Gabriel marchant seul, traînant sa vieille valise sous le soleil écrasant. « Gabriel !» cria Augustin en ouvrant la portière de la voiture. L'éboueur s'arrêta, surpris et honteux. Hélène courut vers lui et lui serra la main avec force, comme si elle voulait l'empêcher de disparaître.
Augustin descendit de la voiture et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Gabriel hésita mais ne put cacher la vérité. « J'ai été expulsé, monsieur. Je n'ai pas pu payer le loyer. » Augustin resta silencieux pendant quelques secondes. En lui, une lutte se déroulait entre la fierté et la compassion. Puis il respira profondément et dit « Vous resterez avec nous. Je ne peux pas permettre que le seul qui a ramené de la vie à ma fille soit à la rue. » Gabriel écarquilla les yeux. « Monsieur, je ne peux pas accepter. Je ne veux pas de charité. » Augustin posa sa main sur son épaule et répondit fermement. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Ma fille a besoin de vous et moi aussi. » Hélène, entendant ces mots, sourit comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. C'était comme si, à ce moment-là, une nouvelle famille commençait à se former. Gabriel, ému, acquiesça en silence. Il monta dans la voiture, encore mal à l'aise, mais au fond soulagé. Et ainsi, pour la première fois, les deux mondes commencèrent à partager le même toit. Le manoir, qui semblait autrefois froid et silencieux, était sur le point d'acquérir des couleurs et des sons que personne n'aurait imaginés. L'arrivée de Gabriel au manoir provoqua un mélange de surprise et de malaise parmi le personnel. Certains chuchotaient dans les couloirs, incapables de comprendre comment un éboueur pouvait maintenant vivre sous le même toit que la famille Dubois. Colette, cependant, fut la première à l'accueillir à bras ouverts. « Soyez le bienvenu. Vous n'êtes pas seulement un invité. Vous faites partie du changement dont la petite fille avait besoin. » Gabriel sourit timidement, ne croyant toujours pas à la tournure que prenait sa vie. Hélène, de son côté, était en extase, pour la première fois depuis longtemps. Elle traversa les couloirs du manoir en courant, tirant Gabriel par la main, comme si elle voulait lui montrer chaque détail de son monde. Elle s'arrêta dans sa chambre, ouvrit le tiroir et sortit tous les origamis qu'elle gardait avec tant de soin. Elle les tendit à Gabriel, un par un, avec un éclat dans les yeux qui se passait de mots. Gabriel, ému, s'assit sur le tapis à côté d'elle et commença à plier un nouvel objet, improvisant une étoile. Hélène observait chaque mouvement, le souffle suspendu comme si c'était le plus grand spectacle de sa vie. Augustin regardait depuis la porte, partagé entre la fierté et l'inconfort. Il était impossible de ne pas remarquer le bonheur de sa fille, mais il était aussi difficile d'accepter que cet homme simple occupait une place si profonde dans son cœur. Pourtant, il décida de ne pas intervenir. Il savait que n'importe quelle barrière, à ce moment-là, pourrait détruire les fragiles progrès réalisés. Ce soir-là, pendant le dîner, quelque chose de surprenant se produisit. Hélène, qui mangeait toujours en silence, laissa sa fourchette de côté, leva le visage et murmura un mot court. « Mais Claire, merci. » Le silence s'installa à table. Colette porta ses mains à sa bouche, émue. Augustin laissa tomber ses couverts, incrédule. Gabriel, les yeux embués de larmes, répondit doucement. « De rien, petite. » Ce fut le premier mot qu'Hélène prononça depuis des années, et l'impact fut dévastateur. Après que tout le monde se fut retiré, Augustin resta seul dans le salon, réfléchissant. Il réalisa que même si sa fierté en souffrait, il ne pouvait plus nier l'évidence. Gabriel était devenu essentiel. Cet homme que la société méprisait portait en lui un don que tout l'argent du monde ne pouvait acheter, la capacité de toucher l'âme d'une enfant blessée. Mais, avec cette révélation, surgit aussi une nouvelle peur. Jusqu'où cette harmonie résisterait-elle aux pressions extérieures? Augustin savait que les regards de la société seraient impitoyables et qu'il ne faudrait pas longtemps pour que des défis encore plus grands mettent à l'épreuve cette union improbable. Les jours suivants au manoir furent marqués par une transformation que personne n'aurait imaginé possible. Hélène ne prononçait pas seulement des mots isolés, mais elle commença aussi à risquer de petites phrases. Parfois, elle disait « bonjour » à Colette ou pain haut, quand elle avait soif. Mais le moment le plus marquant se produisit un matin ensoleillé, lorsqu'elle regarda son père et dit d'une voix encore fragile « Je t'aime ». Augustin fondit en larmes. Des années de silence avaient été brisées par ces deux mots qui valaient plus que toute la fortune qu'il possédait. Gabriel, présent, essaya de s'éloigner discrètement, mais Hélène courut vers lui et lui tira la main. « Toi aussi », dit la petite fille en le regardant dans les yeux. L'éboueur déglutit, incapable de retenir son émotion. À cet instant, il comprit qu'il n'était pas seulement un visiteur de passage dans sa vie. Il était devenu une partie de la famille, même si aucun lien de sang ne les unissait. Mais la société ne pardonne pas facilement. Bientôt, des commentaires malveillants commencèrent à circuler parmi les voisins et les connaissances de l'école. « La fille du millionnaire fréquente maintenant l'éboueur », chuchotaient certains. D'autres insinuaient qu'Augustin avait perdu la tête.
La pression sociale grandissait et ne tarderait pas à frapper à la porte. Un après-midi, lors d'une réunion d'affaires, un associé commenta sur un ton ironique « Augustin, j'ai entendu dire que votre fille préfère la compagnie d'un éboueur à celle de psychologues renommés. Cela ne donne pas une bonne image de la famille. » Le millionnaire sentit la provocation comme un coup de poignard, mais répondit avec fermeté « Ma fille a retrouvé le sourire, et cela vaut plus que n'importe quelle image. » Hélène continuait de progresser, et chaque petite victoire était célébrée. Un jour, elle apporta à Gabriel un dessin différent. 3 silhouettes main dans la main devant le manoir. Au-dessus d'elle, un mot écrit en lettres tordues, mais lisibles. « Famille ». Augustin, en voyant cela, sentit qu'il avait enfin compris la leçon que la vie essayait de lui enseigner. L'argent peut acheter des médecins, des experts, des palais et des bijoux, mais il n'achète pas la pureté d'un sourire, ni la simplicité d'un geste qui vient du cœur. Ce soir-là, assis devant la cheminée avec Hélène endormie sur ses genoux, et Gabriel assis à côté, Augustin murmura « J'ai passé des années à croire que je pouvais tout résoudre avec ma fortune, mais la vérité est que c'est l'humilité d'un homme simple qui m'a ramené ma fille. Et je ne l'oublierai jamais. » Gabriel baissa la tête, ému. Colette, qui observait de loin, laissa échapper un sourire. Et ainsi, dans ce manoir autrefois froid et silencieux, naissait quelque chose de plus grand que la richesse. Naissait une nouvelle forme d'amour, construite avec patience, courage et humanité. Une histoire qui avait commencé avec le silence et la solitude se terminait maintenant avec des voix, des sourires et la certitude que parfois, le plus grand trésor est caché dans les endroits les plus improbables.